merci de nous recevoir à Saint-Martin-d'Austin. Voilà, chez moi. Dans la Drôme. Dans la Drôme, dans un village où je suis installé depuis bien longtemps, parce que j'ai 15 générations au compteur derrière moi dans ces lieux. Voilà. Et alors, je suis particulièrement ravi de vous recevoir dans cet atelier, parce qu'en fait, c'est là qu'enfant, je dessinais chez une vieille dame qui s'appelait Madame Moréon, j'ai plaisir à dire son nom en fait, et je laissais mon matériel à dessin ici. Et lorsqu'elle a disparu, il y a déjà pas mal d'années, j'ai racheté cet atelier. Il me plaît toujours de terminer ici, le chemin commençait là. La bande dessinée, elle vient de prenons Hergé, si vous voulez. Hein. Vous avez Hergé, donc vous avez elle est pensée noir et blanc. Et puis à l'époque, on fait une couleur au Bendé, on a une technique d'imprimerie, donc on fait une couleur qui est fonctionnelle. Hein. J'ai sur les murs là, des planches de ces époques-là. Vous voyez, c'est toujours fait en noir et blanc. Et puis arrive Métal Hurlant, justement, et un immense dessinateur qui est Moebius, et qui lui va, et d'autres l'avaient fait avant, notamment Frank Hanson en Angleterre, vont se mettre à faire de la planche comme ceci, c'est-à-dire que les moyens de reproduction se sont améliorés, donc on peut faire des planches qui sont directement ce qu'on appelle en couleur directe, comme une peinture. Voilà, donc ça donne ça, hein, et Sept Cavaliers et Royaume de Boré, je fais partie de cette génération que la technique a servi et qui a pu toujours faire comme ceci. Alors, la bande dessinée, effectivement, on nous dit maintenant, on a notre place. Les planches, par exemple, là j'arrive de faire une exposition à Genève. Des galeries se sont consacrées à ça. C'est devenu effectivement une partie importante de notre activité. Alors, vous savez, on est le 9e art, on me dit toujours ça, nous sommes le 9e art. Alors, je réponds toujours à ça, qu'on est un art populaire et que c'est pas à nous auto-proclamer. Alors c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'art a abandonné le dessin, donc nous en sommes le refuge. Maintenant, savoir si nous serons dans 50 ans, 100 ans, à la place de ce qu'a été l'image d'Épinal, c'est-à-dire un art populaire, ou si nous serons un peu mieux, ben ça on ne peut pas le dire, quoi. Voilà, on peut pas. Alors je pense, moi, que des gens comme Moebius, dont je parlais, vont prendre une vraie place dans la grande histoire du dessin, quoi. Mais on n'en sait rien. Pour l'instant, nous sommes un art popu, voilà. Et puis rien d'autre. Comme vous savez, comme dans l'évolution d'un tétard se voit toute l'évolution de la vie, en fait, ben moi c'est pareil, je fais un crayonné, ensuite je fais une planche qui est en noir et blanc, et je maintiens dans mes dessins le noir, ça me paraît être l'essence même identitaire de la bande dessinée, ce cerné noir, hein, nous venons de là. Donc je le conserve, il y a des dessinateurs aujourd'hui qui l'ont abandonné, hein. Et moi je le conserve, j'y tiens beaucoup. Lorsque la peinture vient s'inspirer de la bande dessinée, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle retient, c'est quand même ce cerné, je trouve que c'est notre identité profonde. Je fais cette planche en noir et blanc, et ensuite, là-dessus, je vais la tendre sur cette planche de bois pour qu'elle ne gondole pas, et ensuite j'apposerai dessus ma couleur, et ça deviendra comme ceci. Voilà, c'est le système. Il y a une part d'artisanat immense hein, là-dedans, oui. Voilà, comme dans toute démarche artistique. Et la couleur, c'est quoi? La couleur, c'est de l'aquarelle, si on veut, ou des encres de couleur. Il y a un mélange, j'utilise un peu de gouache pour rehausser. Donc là, on va dire que c'est de l'aquarelle ou des encres aquarellées. Voilà, c'est pareil. Voilà le chef Pontiac que j'ai interprété. Hein. Je n'avais pas. Je suis frappé aujourd'hui, par exemple, quand on voit des reconstitutions faites par les Américains. Ils font de Pontiac un chef qui ressemble en fait à un Indien de l'Ouest. On lui met un bandeau dans les cheveux. Vous savez que le bandeau dans les cheveux, c'est Hollywood qui a inventé ça en fait, puisqu'on mettait des perruques aux comédiens.
et qu'en fait, pour que les perruques tiennent, on s'est mis à leur attacher les cheveux avec un truc, alors qu'à part les Indiens Apaches, personne ne faisait ça. Mais j'ai vu que Pontiac, dans des reconstitutions, on le représente pas comme ça. Alors Pontiac n'était pas comme ça, c'était un Indien de l'Est, donc il se dégarnissait beaucoup les cheveux, ils étaient tatoués, Pontiac est entièrement tatoué, il a les plumes noires, on leur met souvent des plumes d'aigle. C'est plutôt les Indiens des Grandes Plaines, les Sioux, etc., qui ont des plumes blanches d'aigle. Il a les plumes noires qui sont les plumes de la guerre. On met les plumes de corbeau qui sont symboliques de la période de guerre. J'ai autour de moi beaucoup de documentation, ça c'est Fort de Chartres, reconstitué par les Américains. Alors, si on est puriste en architecture, ce qui est un peu mon cas, on se rend compte que la taille des pierres et tout ça, c'est pas bon, c'est fait comme l'allure est bonne. Hein. Mais quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une architecture de l'ouest de la France, hein, oui, tout à fait. Hein, voilà. Oui. Le plan est un plan de Vauban, oui. Typiquement. Alors ça, c'est plus adapté. Ça, c'est l'église de Cahokia. Moi, j'avais besoin d'une église qui est à Kaskaskia, qui est un bourg qui existe toujours aujourd'hui. Voilà, elle ressemblait vraisemblablement à ça, donc je m'inspirerais de l'église de Cahokia. On plantait des pieux, et puis c'est un torchis. Oui. Et en fait, c'est un colombage un peu normand, oui. Puisque ce sont des... On retrouve le même... Voilà, ce sont des gens de Normandie et de l'Ouest. Ben, voilà Fort de Chartres, qui est un sous la neige. Donc la société de Fort de Chartres, un corps principal, un four vraisemblablement, un esclave noir, il n'y avait pas beaucoup d'esclaves noirs mais il y en avait un petit peu, hein. Vraisemblablement une esclave ou une maîtresse ou une servante indienne d'origine, il y en avait beaucoup. Et à Fort de Chartres, il y a quoi? Au moment où moi, mon capitaine va s'en aller, il y a 50 hommes à peu près qui sont des Français. J'ai 2 saisons dans ce Fort de Chartres. On commence dans l'hiver 1765 et on terminera au moment, dans ce 2e tome de Capitaine perdu, où Saint-Ange, devenu Ononcio, c'est le titre de gouverneur, ce qui peut se traduire par la grande montagne, si vous voulez, le roi étant Ononcio-Goa, où Ononcio s'en va et quitte définitivement l'Amérique. Les Écossais, qui étaient vraisemblablement des soldats assez rudes, on les envoyait comme ça dans ces contrées-là, donc les Highlanders sont sur le terrain. La bonne question est pourquoi on n'a pas le texte là-dessus? Eh bien, ça rejoint un petit peu votre propos de tout à l'heure sur l'art et tout ça. Comme on va en galerie, les textes, on fait une planche à part. Oui. Où là, je vais avoir une planche de texte, exclusivement de texte. Une bande son, quoi. Oui, voilà. À côté, j'aurai une planche que de bulles. Alors, ça facilite une chose, c'est que quand on a une traduction, voilà. Mais ça facilite aussi, il faut être honnête, ça facilite une chose, c'est que la planche comme ça, si vous voulez, elle est un peu tout public, oui. Et elle peut aller au mur chez plein de gens. La planche avec bulles, comme moi j'en ai beaucoup au mur et que j'affectionne tout particulièrement, elle s'adresse à un public plus ciblé. Donc les galeristes nous disent « Tu mets pas les bulles s'il te plaît ». Voilà. Nous sommes de vulgaires marchands de soupe. Alors combien de temps prend une planche? Une planche, c'est entre 1 à 2 par semaine sur les planches. D'accord. À peu près. Voilà. Oui. Alors, en période de bourse, c'est 2. Et en période où on a un peu plus le temps, où par exemple quand on installe un album, quand on rentre dans un monde, il nous faut un peu plus de temps, on ne maîtrise pas. Donc on met à peu près une semaine pour faire la planche, puis après on rentre dans le rythme de production, on peut en mettre 2. C'est à peu près la règle pour... Oui. Bon. Le dessin, c'est quelque chose qui nécessite quand même du temps, de la maturité, on va dire. Un musicien, par exemple, on le voit sur un groupe de rock, ça arrive à 20 ans, c'est déjà très au point. Ouais. Tandis que le dessin, c'est rare qu'on arrive à 20-22 ans très, très bon. Et Moebius, l'homme que j'admirais le plus en dessin, disait souvent jusqu'à 30 ans, on ingurgite. À partir de 30, on régurgite. Et bien, je crois que c'est ça. Ça veut bien dire ce qu'il faut. Ça, c'est qu'il faut
il faut de la maturité, il faut que le temps passe. Donc les études d'art, elles permettent de faire passer le temps et en vous donnant un peu les moyens d'eux. Bien que nous ayons, nous, ma génération, commencé assez tôt, puisque effectivement, étudiants, on avait déjà la possibilité de travailler, ce qui a été le cas. Comment faut-il lire une bande dessinée? Parce que je suppose qu'il y a des tas de façons différentes. C'est-à-dire on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse au dessin. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas s'intéresser au dessin. C'est une bande dessinée, c'est une histoire. Donc le dessin vous véhicule avec l'atmosphère, comme un film par exemple. Vous regardez un film, si l'image est belle, eh bien, vous avez avec l'atmosphère, mais c'est l'histoire qui compte. Donc moi ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire des bandes dessinées qui soient relativement écrites et qu'il y ait un ton. Voilà, que ce soit... Je reproche souvent à la bande dessinée qui en a eu il y a 15 ou 20 ans, d'être, je disais souvent, c'est du dialogue de feuilleton américain traduit. C'est-à-dire que d'une bande dessinée à l'autre, tout le monde parlait pareil à peu près. Donc je crois qu'il vaut mieux effectivement avoir une bande dessinée. J'ai essayé, et c'est pour ça que je me suis tourné vers Raspail, d'avoir une bande dessinée un peu plus écrite. Et notre génération aussi a beaucoup voulu raconter par le dessin. Et je crois que c'était un petit peu une erreur aussi, de trop le faire du moins. Donc j'essaie de réemmêler mieux le texte avec le dessin. Voilà. Je ne suis pas vraiment un auteur de gauche. La bande dessinée, c'est très à gauche. Oui, j'ai l'impression, oui. Oui, mais alors pour une raison simple, je pense, c'est que c'est aussi un milieu très fragile. Et que quand vous êtes très fragile, c'est pas là que vous allez, vous voyez, sortir de la marge. Hein. Oui. C'est pas en même temps un milieu où on parle beaucoup de politique. Hein. Ah bon? Mais non. Non, par contre, c'est plutôt le côté... côté convenu qui est très en place. Oui. J'ai réuni beaucoup de mes illustrations dans un livre qui sort là, qui s'appelle L'Imagier de Jacques Terpan, qui sort ce mois-ci, et qui est 25 ans d'illustration. Là, effectivement, c'est de l'image sans narration, sans bande dessinée. Ça va de la publicité, si vous voulez, à l'illustration de livres, de portraits et autres, classés par thème. J'ai piqué le nom d'ailleurs à un des premiers peintres qui s'est consacré au livre, qui est Henri Rivière, hein, très influencé par le milieu japonais. Et Henri Rivière a fait par exemple les 36 vues de la Tour Eiffel, comme il y a eu les 36 vues du mont Fuji. Vous voyez. Et un de ses livres était L'Imagier d'Henri Rivière. Donc je lui ai repris son titre, un livre du début du XXe siècle. Je ne serai pas l'auteur, je le fais, c'est un bouquin qui a Céline comme personnage, et que je ferai après, vraisemblablement, et là donc en noir et blanc, juste avec quelques ajouts de couleurs pour les souvenirs et autres. Voilà. Donc vous illustrez là? Là voilà, je reviens à une position plus humble. D'accord. C'est superbe. Mais ça c'est bon, c'est un début, c'est un projet, hein, c'est vraiment pas encore abouti. La bande dessinée, ça n'a pas voix de presse dans les médias en France. Alors, Internet, nous, c'est du pain béni, tout est là. Oui. Tout est là. On est obligé d'ailleurs d'y passer du temps pour faire savoir qu'on existe. Oui. Ouais. Ouais.